Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur KG Code. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur Kubernetes. Voilà, donc on va travailler, on va travailler sur un sujet qui me tenait à cœur et c'est un sujet qu'on va faire vraiment sur un cluster en production. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va montrer un usage concret de Kubernetes dans une entreprise. Donc à quoi peut servir Kubernetes concrètement? On a vu que ça pouvait servir à run des applications web, etc. Voilà. Mais si vous avez une seule application web, un seul projet, il n'y a pas trop d'intérêt à d'avoir Kubernetes. Par contre, voici un cas d'usage que je vais vous montrer dans le cas d'usage qu'on va voir aujourd'hui. C'est un cas d'usage qui peut s'adapter notamment à plusieurs dans les grosses entreprises et pour lequel Kubernetes peut réellement être efficace. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va connecter notre Kubernetes avec GitLab. Donc on va faire tourner nos jobs, nos runners dans Kubernetes. Donc les jobs GitLab, les runners GitLab vont tourner dans des instances Kubernetes. Donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, on va configurer ensemble la liaison entre Kubernetes et GitLab et on va pouvoir vérifier que nos traitements, que nos jobs, que nos runners en fait GitLab s'exécutent bien dans Kubernetes. Ça c'est un use case qu'on retrouve souvent dans les entreprises quoi, et c'est un use case pour lequel Kubernetes peut avoir beaucoup de valeur. Parce que si vous êtes dans une grosse organisation où il y a différentes équipes qui travaillent sur plusieurs projets, avec des dizaines de milliers de jobs qui tournent à la journée, Kubernetes peut, voilà, peut être réellement utile pour ce genre de traitement-là. Voilà. Et je fais cette vidéo aussi suite à une demande que j'ai eue de quelqu'un qui suit la chaîne qui m'a écrit, qui m'a dit ce serait bien que tu me montres comment on peut connecter GitLab à Kubernetes. Voilà. Et pour que ceux qui ne le savent pas, en fait, GitLab, je suppose quand même que vous connaissez GitLab, c'est un outil de versionning, voilà. Donc c'est utilisé en général dans les grosses boîtes pour faire ce qu'on appelle du CI/CD, donc de la Continuous Integration, de la Continuous Deployment. Donc en gros, GitLab peut servir d'outil de versionning, mais en plus, il peut vous permettre de pouvoir déployer vos applications dans les environnements de dev, builder vos images et les déployer en production, etc. Donc c'est assez puissant, c'est un concurrent à GitHub, voilà, ils font à peu près les mêmes choses, même si c'est un peu différent. Et j'ai choisi GitLab parce que GitLab, c'est ce que nous on utilise dans notre entreprise, quoi. Et surtout, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que historiquement, en fait, les runners de nos applications tournent toujours sur des instances classiques. J'avais jamais eu le temps de pouvoir configurer directement, les faire tourner dans mes clusters Kubernetes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est vraiment un cas concret qui va réellement me servir moi pour les applications que je gère sur le projet HKTech. Voilà. Et surtout, vous allez voir concrètement en fait un intérêt pratique de GitLab. Et je précise, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Voilà, donc on va suivre la documentation. Donc ça va permettre aussi de voir comment est-ce que on travaille dans la vraie vie, quoi. Voilà. Quand on veut mettre des sujets en place, donc on va aller voir la doc, on va essayer de lire, etc. On va essayer de mettre ça en place. Et aussi, on va faire un petit disclaimer aussi, on va utiliser quelque chose, un concept qu'on n'a pas encore vu, que je comptais vous présenter dans la chaîne, mais je pourrais le faire plus tard. Donc c'est tout ce qui est Helm chart. Donc on va se baser notamment sur des Helm charts. Le Helm chart de GitLab pour installer, nous simplifier un peu les configurations. Donc ça, je pourrais vous parler plus tard dans d'autres vidéos. Bon, après, il faut une série de vidéos sur les Helm, puisque c'est un gros concept à part. Donc voilà, c'est tout, on va pouvoir démarrer. Donc là, on va venir sur notre terminal. Hop, ici, je vais créer un dossier qu'on va appeler 19 GitLab Runner. Donc ça, c'est un usage qui est très utilisé. Donc je vous dis que je ne l'ai pas fait, mais en fait, je l'avais fait il y a très longtemps, quand j'ai commencé à travailler sur Kubernetes pour une boîte. Euh, Peut-être une petite, pas une trop grosse boîte, ils avaient besoin d'un runner, faire tourner sur Kubernetes il y a peut-être 4-5 ans. Donc les choses ont dû bien évoluer depuis le temps. Donc c'est pour ça que je vais repartir de zéro. Je ne vais même pas essayer d'aller voir ce que j'avais essayé de faire il y a quelques années. Donc là, on va venir là-dedans. Donc ensuite, on va aller voir la documentation. Donc là, on va aller donc là dans Kubernetes, on est sur la doc de GitLab là, donc Kubernetes Executor. Donc c'est ce qu'on va faire. Nous, on va utiliser gitlab.com puisqu'on n'utilise pas un self-manager pour ce projet-là. Donc là, ça explique un peu comment ça marche, etc. Voilà. Ok, donc c'est à ça qui va créer les éléments, mais je pense que c'est géré par le Helm chart, etc.
Donc là, après, il y a des paramètres qu'on peut customiser la mémoire, etc. Bon, ça, on pourra voir ça en détail plus tard. On peut même sélectionner les nodes sur lesquels on veut qu'ils s'exécutent. Je crois que j'ai vu ça. Donc ça, on va voir tout ça plus tard. Donc là, en fait, voilà à quoi ressemble à peu près une configuration et tout. On peut définir la limite, etc., etc. Ça, je pourrais voir ça après. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder une doc que quelqu'un a fait récemment. Elle date de 2024. Donc, elle est quand même relativement récente. Donc, ça vous décrit comment il faut faire. Donc, la première chose, c'est d'installer Helm. Donc, moi, normalement, j'ai déjà Helm sur ma machine. Donc, si je fais Helm list. Pourquoi je fais Helm list? Allez. J'aurais dû prendre Helm version plutôt. Faut attendre un peu. Donc, j'ai pas mis le namespace. Donc, Helm version. Donc, j'ai bien le Helm qui sont installés en fait. Donc, moi, j'ai la version 3.17 et tout ça. Donc, la dernière version de Helm, c'est quoi? Helm. Parce que j'ai pas fait du Helm depuis aussi. Tac, tac, tac. Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi Helm en fait? On dit des Helm ou des Helm charts. Donc, Helm, il faut voir ça comme un repository dans lequel il y a plusieurs projets Kubernetes que les gens ont déjà fait pour vous. Et vous avez juste à réutiliser sur votre cluster sans avoir besoin de devoir réinventer la roue. C'est à ça que servent principalement les M-charts. C'est un peu la même chose qu'un NPM pour avoir une lib, par exemple une lib JavaScript, ou bien un PyPy pour avoir des libs Python qui existent déjà, ou bien encore APT quand vous utilisez peut-être sur du Linux, ou bien Yum et tout. Donc c'est des repositories dans lesquels il y a déjà des projets qui existent, qui vous permettent, vous, de ne pas repartir de zéro, de ne pas de pouvoir réutiliser les choses. Donc par exemple, si vous voulez déployer MySQL sur votre cluster Kubernetes. En gros, dans Helm-chart, il y a ce qu'on appelle des Helm-charts. Il y a des charts qui existent que vous pouvez juste réutiliser. Si vous voulez, par exemple, avoir, comme nous, on va être le cas à GitLab Runner sur votre cluster, bon, vous pouvez utiliser un Helm GitLab qui vous installe tout ce qu'il faut. En gros, ce qui concerne en fait les Helm-charts, c'est des fichiers deployment. Donc, c'est des YAML en fait qui va déployer, mais avec les bonnes configurations. Et vous pouvez les customiser via ce qu'on appelle un fichier value.yaml qu'on passe en paramètres en fait. Donc nous, ce qu'on va faire, le but, c'est pas de faire du Helm-chart. Je pourrais faire des vidéos sur du Helm-chart plus tard. Le but, c'est de vraiment réutiliser ça pour pouvoir vous montrer comment est-ce que vous pouvez déployer ça rapidement. Donc là, par exemple, on a un sheet value. Donc, attends, je vais revenir ici. Donc, Embryo, donc pour ceux qui ont Mac, voilà comment ça s'installe et tout. Normalement, il y a aussi ça sous Linux, etc. Donc là, il y a la docs ici. Moi, je ne vais pas le faire parce que moi, je voulais juste checker la dernière version. Donc là, ici, vous avez toutes les charts ici là. Donc, par exemple, si je cherche, je sais pas, MySQL, ouais, il me donne des charts qui existent sur MySQL. Et ça peut être, vous-même, vous pouvez publier vos propres versions en fait de charts. Donc, il y a plusieurs entreprises et tout. C'est pourquoi il faut faire gaffe quand vous utilisez des M-charts, toujours vérifier quelle version vous allez prendre. Est-ce que c'est un truc qui est proposé par un vendeur, etc. Donc, il faut toujours faire gaffe. Nous, c'est GitLab. Donc, tu vois, ils ont leur chart officiel à GitLab qui vous dit comment on l'utilise, etc., etc. Voilà. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était plutôt aller dans leur document. Donc il y a la doc du gars qui explique comment faire ça. Ça, c'est d'abord le chart qu'il me faut. Donc moi, si je fais ici, là, Helm, repo, je crois que c'est list. Là, j'ai tous les repos Helm que j'ai. Donc ouais, moi, j'utilise quand même Helm. J'utilisais déjà, j'ai des charts que j'utilise sur mes clusters. Je suis pas un gros fan des Helm charts. Donc quand je peux ne pas l'utiliser, je l'utilise pas en fait. Mais il y a des cas où vous n'avez pas le choix. Par exemple, quand vous utilisez des produits propriétaires, par exemple, si c'est Crossplane ou AWS, bah, ils ont des charts qui déjà vous êtes à réutiliser en fait, parce que c'est pas votre produit. Mais moi, je suis pas un grand fan d'utilisation des charts. Mais là, il n'y a pas le choix. Donc nous, ce qu'on va faire, on va installer le chart de GitLab. Donc j'ai juste à copier ça. Hop. C'est aussi bien souvent d'aller dans la doc officielle. Dans la doc officielle, attends, je vais GitLab Helm chart. GitLab, Kubernetes, Rana. Je pense que ça doit me donner la doc officielle. Voilà, donc là, c'est sur GitLab. C'est toujours bien d'avoir ça. Voilà, ils vous disent comment le faire. Donc là, tu dois faire ça. Je pense que c'est la même commande. Et ensuite, tu peux vérifier que c'est bien là. Ensuite, tu peux update. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, je vais juste copier ça. Donc, il me propose de copier là. Je pourrais vous mettre toutes les commandes après, d'ailleurs. Je vous mettrai toutes les commandes après. Donc, attends, je vais aller dans le dossier 19. Donc, toutes les commandes, là, je pourrais les mettre après. Oh, pardon, ça existe déjà. Donc là, je vais ajouter le repo.
GitLab, donc le repo pour GitLab. Donc là, si je refais Helm repo list, je dois avoir GitLab qui est là. Donc j'ai le repo GitLab qui est là, qui est dans chart.gitlab.io. Donc chaque boîte, chaque entreprise, en fait, maintient ses propres Helm charts comme elle veut et tout ça. Bon, voilà. Donc là, j'ai mon GitLab qui est là, super. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Helm repo. Normalement, ça doit être déjà à jour, quoi. Donc là, ça me permet juste de mettre à jour tous mes trucs. Donc là, il est déjà à jour. Donc là, on est bon, en fait. Par contre, je vais en profiter pour mettre mes autres M-charts. J'ai HashiCorp. Je crois que si je fais comme ça, il doit mettre tout le monde, je crois. Voilà, il va tout mettre à jour. J'en profite, hein. Le but, c'est pas de ça, mais comme j'ai d'autres applications, je les ai pas mis à jour depuis, ça me permet de mettre à jour mes charts Helm que j'ai en local. Donc là, c'est bon. On a bien GitLab qui est là. Donc là, on n'est pas trop mal. Si je reviens sur la doc médium de garde. Donc là, on a fait l'update. On est pas mal. Donc ça, c'était la première partie. Donc on a notre Helm chart qui est bien là. On a le GitLab qui est là, etc. Donc là, c'est super. Voilà. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être la configuration sur la console GitLab. Après, on va revenir sur le chart. Hop, donc l'étape 1, c'est bon. Donc là, on va passer à l'étape 2 qui va consister à faire la config côté pour le token. Parce que là, ensuite, il y a une config à faire. Donc là, il faut définir le groupe où on veut les runners. Donc là, je vais venir là. On a ce groupe-là où il y a un certain nombre de projets. Et je veux que mon runner, en fait, se déclenche que sur les jobs de ce groupe-là. Ça, c'est un groupe GitLab. Donc en gros, les groupes GitLab, c'est des espaces dans lesquels vous pouvez avoir plusieurs projets et même encore des sous-groupes. Et au niveau visuel macro, en fait, je vais dire en fait que mes runners Kubernetes, en fait, qui tournent que pour ce groupe web j'ai appelé AG Web App. Et là-dedans, il faut venir ici, normalement. Et là, je dois avoir runner. On va cliquer dessus. S'il veut bien se lancer, runner. Voilà. Donc, ouais, j'ai déjà des runners qui existaient déjà. Par exemple, là, j'ai ce runner-là, j'ai d'autres qui sont en pot. Mais ça tourne sur des machines classiques, sur des instances, quoi. Donc là, je vais créer un nouveau groupe. Et les runners, en fait, sont identifiés par des tags. Donc moi, ce que je vais l'appeler, je vais mettre le nom du cluster. Je peux mettre plusieurs tags. Je vais l'appeler Kubernetes Runner. Je peux mettre comme ça. Et je peux mettre encore Share. Je peux mettre un truc comme ça. Bref. Et là, je dis qu'il peut, si je précise pas des tags, je veux qu'il s'exécute. Donc là, je vais écrire ici, là. Je vais écrire ici, là. Runner inside de Kubernetes cluster. Donc là, je mets ça. Le timeout, je crois que le minimum, c'est 600 secondes. Donc je vais laisser le minimum. Je vais mettre le minimum. Donc ça fait 10 minutes. Allez. Donc, oh. Bon. Je vais retaper ce que j'ai voulu taper tout à l'heure et ce qu'il me propose. Donc là, Kubernetes, runner, cluster 10, shared. Voilà. Et là, ce que je voulais taper, c'était runner inside de Kubernetes cluster 10. Donc, je prends ce cluster-là. Et là, on a dit qu'on mettait 600. Donc là, je vais créer le runner. Normalement, en faisant ça, il doit me générer un token. Voilà. Donc là, il va me générer un token. Donc, on va partir sur du Linux. Donc, je peux choisir même l'OS sur lequel je choisis. Mais là, on va partir sur du Linux. Container. Donc, on va partir sur du Kubernetes. Voilà. Donc là, il me donne l'URL pour enregistrer le token. Donc, moi, je vais récupérer ce token-ci. Et bien sûr, je vais le stocker dans... je vais le stocker quelque part. Bon, pour le moment, normalement, j'ai un vault où je stocke mes secrets. Ça aussi, pareil, je vais le mettre ici. Je vais mettre ici runner GitLab. Runner. Token.
Ouais. Moi, j'utilise Vol pour stocker mes secrets, etc. Si vous voulez aussi une vidéo, et ça tourne sur Kubernetes, je pourrais vous faire une vidéo aussi, comment configurer Vol, si vous êtes intéressés. Mais bon, c'est pas le point aujourd'hui. Donc là, je reviens ici. Pardon, c'était où que j'étais? Voilà, donc là, j'ai mon token. Donc là, c'est ce qu'il me fallait. Donc je vais récupérer ce token-là. Donc ça, c'est bon pour la partie 2. Donc on va passer à la partie 3 pour comment est-ce qu'on utilise ce token-là. Donc là, je récupère mon token et là, je vais retourner sur la documentation. Donc j'avais plusieurs docs, donc j'ai ça, j'ai pas besoin de ça pour le moment, donc je vais revenir ici. Donc c'est à ce moment-là que j'aurai besoin de ma commande Helm, donc j'aurai besoin d'un fichier value. Donc on va aller, pour ça on va aller dans le terminal. Donc je vais créer un fichier, il y a un fichier value qu'il me faut, voilà, ce fichier value là, donc je vais copier ça. Hop, je vais venir dans le terminal, ici. Touch value.yaml. Touch readme. Je préfère mettre aussi la doc, comme ça j'aurai la commande exacte. Donc ça, je vais ouvrir ça dans mon éditeur YAML. Ok, je viens là, hop. Le readme va me permettre de... quand moi je travaille, j'aime bien souvent mettre les documentations de mes trucs. Donc je vais mettre un petit readme ici, là. Setup GitLab Runner. Je vous conseille pas de... Donc là, je vais mettre ici... Je mets la doc, un peu les liens. Docs. Ça va m'aider après plus tard. Donc ici, je mets la docs. Ça, je vous conseille pas de... Il faudra pas... Bon, je pourrais mettre le token, mais je vais pas le faire comme ça. Donc je vais mettre... là, je vais mettre toutes les docs que j'ai besoin. J'ai utilisé ça. Je vais copier ça. Je vous montre un peu comment moi je travaille souvent. Donc je vais mettre les docs. J'en aurai besoin plus tard ou plus si je veux revenir sur le projet et tout. Ça, j'ai mis dans Vol. Je pourrais fermer, mais je vais pas fermer tout de suite. Donc là, en revenant sur ma doc, là, donc j'ai besoin d'un fichier value.yaml. Donc je vais copier ça. Tac, je vais mettre là dans le value.yaml. Ici, là, je vais faire ici, là, setup. Je vais juste préciser les commandes que j'ai utilisées, puisque tac, tac, tac pour le Helm. Je vais venir sur mon terminal, ici, history. Je vais copier juste ça, parce que... J'ai pas mis la commande d'install, mais vous pouvez faire bro ou apt. Je vous mettrai aussi les liens, donc ça... Donc le readme, c'est quoi? L'intérêt du readme, c'est que moi, quand je reviens sur le projet, je vais juste enlever ça. Helm repo list, update. Voilà. Quand je vais revenir dessus, je sais que ça me permet de voir un peu ce que j'ai réalisé. Donc là, on est pas mal. Donc on va revenir dans ce qu'on veut faire. Donc là, on va pouvoir faire l'exécution du Helm Tart. Setup Helm. Execute. Donc là, c'est plutôt install Helm, GitLab, Runner, Helm chart. Je vous fais les docs en même temps parce que c'est plus simple. Donc là, ce que je vais faire, moi, hop. Hop, pardon. Hop. Donc là, je vais prendre la commande qui est mise là. Donc c'est la commande que le gars, il a mis là. Je vais la mettre là. Hop, je vais rajouter comme ça. Donc moi, le token que j'ai besoin, donc ça, on a déjà fait ça. Donc là, je vais juste install. Ça, c'était l'ajout du repo. Là, c'est l'install. Donc le namespace, on va le mettre là. Là, je force de lui de créer le namespace. Ensuite, il y a un paramètre qui manque là, puisqu'il me manque le tiret value. Hop, je vais rajouter ça comme ça. Donc en gros, ce qui se passe là, le Helm chart, donc au niveau des values, en fait, on va ouvrir le fichier, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc si je viens ici, par exemple, dans le value,
Voilà à quoi ressemble un fichier value. Le fichier value de YAML, de GitLab. Donc, en gros, vous donnez des clés. Et pour chaque clé, vous donnez la valeur qui va bien. Donc là, vous pouvez là, on va laisser l'image par défaut. Mais ça, je pourrais la changer après. Si je la mets dans mon cluster, je pourrais utiliser un ECR, etc. Donc là, c'est des paramètres que vous pouvez passer. Donc il y a paramètres par défaut, mais ensuite il y a des paramètres que vous pouvez surcharger. Donc vous pouvez modifier cette valeur-là. Si vous ne mettez pas, c'est la valeur par défaut, mais vous pouvez la surcharger via le value.yaml. Et ça, c'est via value.yaml, mais vous pouvez aussi le surcharger en utilisant en fait les paramètres -7 en fait. Donc là, si je recherche par exemple registration token là dans ce value-ci, je dois le voir. Ouais, il est là, mais il est commenté. Mais moi, en passant ce truc-là, il va utiliser celui que j'ai passé, quoi. Voilà. Donc, je vais prendre le token. Je crois que je l'ai là. Hop. Donc, je vais le mettre ici, le token. Je pense que c'est le plus important sur tout ça. Voilà, j'ai le token. Le value.yaml. Je vais juste vérifier aussi ce que lui, il avait fait dans sa doc. Donc, lui, GitLab, registration token, c'est bon. Lui, il n'a pas donné de set, donc il a mis les versions. Bon, moi, je ne mets pas de version. Je vais laisser comme ça. Ok, donc là, on est plutôt pas mal. Donc ça, c'est Helm install. Donc ce que ça va faire, en fait, quand je fais Helm install, en fait, il va installer GitLab Runner et il va aller là-dedans. Donc pour voir un peu la description de ça, donc je peux venir ici dans mon terminal. Parce que là, vous voyez, il y a des repositories. Ici, je fais Helm repo, les polices. Donc là, j'ai tous mes repos. Maintenant, dans Helm, je peux détruire, je peux faire une description des charts en fait. Attendez, je vais essayer de retrouver la commande qui va bien. Tac, donc si je fais ici la Helm, je ne l'ai plus. Mais là, il est possible de voir, c'est Helm, je crois, là c'était quoi? Helm, repo, si je fais GitLab comme ça. Donc là, je vais faire un Helm, je vais tirer Helm pour avoir les options. Ah, c'est Helm Search. Voilà, donc je vais faire un Helm Search. Je vais tirer Help comme ça. Je vois les options. Donc là, il faut donner le repo. Helm Search, repo. Et là, je peux donner le nom de mon repo. Donc là, mon repo, c'était lequel? Donc si je fais Helm repo list. Attends. Helm repo. GitLab. Je fais ça. Voilà. Donc là, dans le repo GitLab, en fait, dans le repository GitLab, j'ai tous ces Helm charts là. Ouais. Et là, moi, cette commande-ci, je suis en train de lui dire en fait que, et je veux que tu installes le projet GitLab Runner, donc ça s'appelait mes pods en fait vont s'appeler GitLab Runner, et là-dedans je veux que tu m'installes dans GitLab le repo GitLab Runner, donc c'est ça qui va être installé, parce que vous voyez il y a plusieurs trucs, mais moi ce qui va m'intéresser c'est juste ça, et là il y a les différentes versions, ouais, donc je pense que c'était ça qu'il voulait mettre, donc je peux spécifier la version, si je spécifie pas la version, il va prendre la version courante, quoi, la version par défaut, donc moi je vais pas spécifier le chart version, je vais récupérer la dernière version. Mais ça peut avoir du sens de spécifier aussi la version. Voilà. Donc là, on va regarder le value, ce que je mets. Donc ça, c'est le value. En fait, il reprend les paramètres par défaut. Image pool secret. Je crois que j'ai pas besoin de ça. Ça, je vais virer. Parce que j'ai pas de secret. Oh, réplica. Je vais mettre 2 réplicas ou 1. Bon, je vais mettre 2. Donc, j'ai pas de service account pour le moment. Donc, tous ces valeurs, tous ces paramètres-là, comme je l'ai dit, ça, c'est pour customiser. Tous ces paramètres-là, vous les avez, on les a ici en détail. Et pour savoir ce que ça fait précisément, je pense qu'on a la description ici. Donc là, on a exactement ce que ça fait. Donc là, si je viens ici, donc là, il y a la config.tom. Donc je peux surcharger ça. Ça, c'est ma config. Donc je peux surcharger ça avec ça si je veux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il a mis? Names, Kubernetes Executor. Entry.4. Bon, je vais laisser paramètres par défaut. Pull, node selector override, étoile. LPed image, ça, j'ai pas besoin de ça. Donc ça, je vais enlever ça.
Donc, ouais, il y a plusieurs trucs que je peux mettre en fait. Donc, par contre, je peux mettre une mémoire. Je peux configurer la memory limit et CPU limit. Donc, ça, on va mettre ça. Tac, tac, tac. Je vais rajouter ça ici. Donc, les runners, je veux pas qu'ils utilisent plus que ça. DNS, CryptBase, voilà. Node Selector. J'ai pas mis ça. Bon. Il faudra aller lire les options en détail. Pour le moment, je veux faire un truc marche. Après, je pourrais ajouter. Donc là, c'est, je limite quand même ça, la mémoire et le CPU qui est utilisé. C'est un peu petit quand même. Je peux mettre 2. CPU, je peux laisser 1. La mémoire, je vais mettre 2 Go plutôt. Et là, on n'est pas trop mal. Donc là, on va pouvoir, j'ai ma configuration qui est bonne. Donc j'ai ma commande à exécuter. On va pouvoir exécuter pour voir ce que ça donne. Donc je vais juste prendre cette commande-là. Hop. Je vais venir dans le terminal. Donc si j'exécute ça, il se passe quoi? Attends, hop. Je pense que j'ai oublié de faire un anti-slash comme ça. Voilà. Et on va prendre ça. Pardon, j'ai encore fait un truc qui est pas bon là. Ah pardon, c'est ici. Donc ça permet en fait de ne pas... quand je fais le slash comme ça permet à GitLab que ta commande, en fait, tu ne l'exécutes pas. C'est quand il arrive à la fin là qu'il va pouvoir exécuter. Donc là, je vais refaire ça. Tac. Par contre, il y a une commande que je vous ai mise qui est pas mal. Je vais l'avouer moi-même, je l'avais plus en tête. C'est la commande Helm. Mais je vous ai montré comment Helm search repo. Donc ça, c'est pour avoir detail repo. Dans tout ce qu'il y a dans ce repo GitLab là. Donc là, hop, je vais réexécuter ma commande. Pardon. Donc je vais reprendre ça. Hop. Fail. Char GitLab runner matching not found. Ah, je vais enlever la version. Je pense que la version... Donc, il te dit c'est le chart. Donc, si je viens ici sur le chart, 0.1.2. 0.1.2. Bon, c'était pas la bonne version là. Donc, je vais enlever ça. Hop. S'en fout, c'est pas grave. Je vais juste enlever ça et je vais réexécuter. Pour vous faire mal aux yeux, dites-moi. Hop. Donc là, on va voir ce qui se passe. Donc là, apparemment, il s'est installé. Donc là, si je fais Your GitLab runner should not be registered again. Voilà, donc ça a dû être registré. You enable airbag without specific this account should be created. Please to either use false. Donc là, il y a un truc que j'ai mis dans mon YAML ici. Donc là, normalement, ça a bien exécuté, mais on voit quelques warnings. You have depreciated airbag service complete use service account. Donc là, il y a une depreciation. Donc je vais mettre à jour. Donc là, je vais juste changer ça ici, là. Donc là, dans mon value, ce n'est plus service account. Donc directement, c'est dans service account.name. Donc ici, il faut virer ça. Service account. Donc les services account, ça aussi, on verra plus tard. Ça me permet, en fait, si je veux que mes runners assument un rôle, par exemple, pour pouvoir se connecter à un ECA, etc., je vais leur fournir un service account. Et le service account pourra se connecter à Kubernetes et tout, enfin à AWS faire des opérations. Mais pour le moment, je mets juste ça, c'est pas très grave. Donc là, il y a la commande. Quand on installe un mchart, donc on peut faire un upgrade ou un update. Donc là, je sais pas si je lance comme ça. Je vais essayer de relancer. Donc là, je vais plutôt faire... ici, là, c'est plutôt Helm upgrade qu'il faut faire pour la mise à jour. Voilà, donc j'ai mis à jour, il a mis à jour. Donc là, je vous mets aussi cette commande-là. Ici, quand vous exécutez donc ça, c'est create resource. Et là, je vais prendre la même commande. Je vous fais en même temps le cours sur Helm, c'était pas prévu. Update. Donc là, je vais juste mettre ici au lieu d'install, c'est plutôt upgrade.
Ça permet de mettre à jour. Comme j'ai changé le value.yaml, quand vous changez le value.yaml pour mettre à jour, en fait, vous pouvez passer, vous pouvez réappliquer ça. Vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle des patchs. Mais j'ai pas voulu passer par des patchs. C'est pour ça que j'ai pu réappliquer. Donc là, si on vient sur notre terminal, si je fais kubectl get namespace, je dois avoir un namespace GitLab. kubectl, hop. Je dois avoir un namespace GitLab runner qui doit apparaître. Il est là, mon GitLab runner. Donc, je vais aller là-dessus. Donc là, je vais faire un kubeNS. Voilà. Et là, si je fais kubectl get pod. Voilà, donc j'ai mes runners qui sont là. Donc ici, j'ai bien mes runners qui sont là, qui sont bien, ils sont bien running. Il y a un seul qui est ready et tout. Donc là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Par contre, j'ai mis combien? Pourquoi il a mis 3? Parce que réplica, j'avais mis 2, mais il a mis 3. Ça veut dire que mon value.yaml là, attends, j'ai dû configurer un truc ici. Ça, je vais prendre cette doxy que je vais la mettre là aussi. Attends, dans mon readme. Ouais, c'est important de prendre ça. Donc vous, c'est super important. Moi, je sais que ouais, j'avais fait j'ai dû faire un upgrade parce que la config n'était pas la bonne. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aller sur la source officielle en fait pour avoir les bons paramètres. Donc là, si je cherche service account par exemple. Voilà, c'est un peu comme ça que c'est fait. Bon, bref. Ça, c'est la source. Ouais, je peux avoir service account. Mais bon. C'est un petit détail. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était le nombre de réplicas. Mais j'ai précisé le nombre de réplicas à 2. Je pense que quand j'ai fait l'upgrade, il n'a pas diminué. Bon, on pourra vérifier ça après. Parce que je dois avoir 2 réplicas et non 3. Parce que là, j'en ai 3. Voilà, j'en ai 2. Donc en gros, c'est parce que j'avais fait l'upgrade. Donc là, on est bon en fait. J'ai mon nombre. Et si j'upgrade le nombre de réplicas, j'imagine, je change ça. Et là, je vais juste refaire un upgrade de mon Helm. Donc je vais faire un Helm upgrade. Et là, vous allez voir que je dois repasser à 3. Et là, si je fais kubectl get pod, voilà, il me fait passer à 3. Donc, vous voyez comment on met à jour avec Helm. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc, je vais juste vérifier maintenant sur la console GitLab que mes runners sont bien vus. Donc là, je les ai register. Là, si je fais view runner. Et voilà, j'ai mes runners qui sont prêts. Donc là, on voit Kubernetes inside the cluster. J'ai Kubernetes runner, cluster 10. Donc, c'est bien prêt en fait. Donc là, on est pas mal. On est très bien en fait. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir vérifier maintenant que nos runners marchent bien. Donc, je vais créer un job, un petit job que je vais push et ensuite, on va voir si ça marche bien en fait. Voilà. Donc, on va passer donc à l'étape 4, la vérification que tout est OK. Donc là, ce qu'on va faire, là, je vais venir ici, je vais chercher un projet, donc je vais revenir là sur AgiWeb. Donc maintenant que mes runners sont bien connectés à mon groupe, il faut bien que je teste que c'est bien OK. Donc qui font leur job, quoi, qui bullent mes images. Donc je vais partir sur un projet dans lequel je sais qu'il n'y a pas de runner. Attends, je peux prendre lequel? Est-ce qu'il y a un GitLab runner là? OK. Donc ce que je vais faire, ça c'est un vieux projet. C'est moi qui l'avais fait et tout. Bon, je vais me mettre là-dedans. Donc je vais cloner ce projet-là et je vais le forcer à s'exécuter sur mes runners. Donc c'est un projet, je sais qu'on l'utilise plus trop, donc je vais le cloner. Alors, où est mon terminal? Ça c'est juste pour usage de test, hein, donc on va pas vraiment l'utiliser là. Donc ce que je vais faire aussi moi, ça on pourra le faire après, c'est pas grave. Donc je vais me mettre ici, donc je vais cloner ça. Je vais cloner ce projet-là. OK. Et là-dedans, je vais modifier le GitLab CI. Bon, je mettrai dans une branche, hein, c'est pas très grave. Pour ce que je vais faire là et tout, je vais recréer une nouvelle branche. Je vais venir sur mon projet là. Ça, c'était un CRM que j'avais codé, je sais plus pourquoi. Donc là, je vais faire un git checkout-b test runner. Donc je vais créer une nouvelle branche que je décrirai après. Et là, ici, je viens sur mon gitlab.ci. C'est ça que je vais modifier en fait. Donc pour ce que je vais faire, je vais virer tout ce qu'il y a là. Que ça, bon, je n'utilise pas mes images pour le moment.
Et ce que je vais mettre là-dedans, je vais mettre un... On va écrire une config basique en fait. Donc là, je vais écrire un stage. Je sais pas, on l'appelle quoi? On l'appelle, je sais pas, test. On va l'appeler test. Je crée un stage comme ça. Et ensuite, là, je vais créer un job que je vais appeler test job. Test job, voilà. Bon, on peut les comme ça. Et là, il va se lancer sur le stage de test. Et maintenant, ce qu'il va faire, le script, il va juste exécuter une commande, je sais pas, un truc basique, un echo. Echo GitLab runner is working. Voilà. Donc là, je peux préciser un tag. Normalement, j'ai configuré le runner. Si vous vous souvenez, j'ai configuré dans mon runner là. Si je viens ici là, build, tac. Pardon, c'est où là? Dans mon groupe, en fait, je vais dupliquer ça. Donc dans mon groupe, j'ai configuré que, en gros, s'il n'y a pas de tag spécifié, donc si je ne spécifie pas le runner, alors il faut utiliser le runner Kubernetes. Donc là, si je viens ici, là, je viens dans runner juste pour vérifier. Ouais, ici, si je vais cliquer là, c'est celui-ci, pardon. On a dit que tag. Bon, on va vérifier les jobs. Je crois que j'avais précisé, mais je vais préciser le tag. Donc je vais prendre ce nom-là que je vais mettre ici comme ça là. Mais normalement, si je précise rien, on va faire le test aussi. Ça doit pouvoir s'exécuter dessus. Parce que je dis que s'il n'y a pas de tag, alors c'est lui qui est pris. Donc là, on est pas mal. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais pouvoir push ça. Donc tac. Git status, git add-p. Donc là, c'est bien mes changes. Git test unvalidate runner. C'est pas grave. Push. Allez, donc là, je push ça et on va voir ce qui va se passer. Donc là, il ne veut pas ouvrir la merge request. Je vais juste aller dans le projet qui est là, ici. Donc là, si je fais build pipeline, je dois avoir une pipeline qui s'est lancée. Voilà. Et là, le job, il est parti. Par contre, il me met une erreur. Ah, je pense que c'est à cause de ça. Je vais juste mettre à jour mon mchat, puisque là, Featurefly Legacy Kubernetes. Donc ça, je vais virer ça pour le moment, parce qu'effectivement, j'ai pris ça de la configuration. Donc pour le moment, j'ai pas besoin de ça. Et ici, je vais faire un upgrade. CTRL R. Upgrade. Je refais un M upgrade. Oh! Ah, je suis pas au bon endroit, pardon. Je refais. Je veux qu'il me mette à jour la conf parce que effectivement j'ai mis une conf que j'ai copiée de quelqu'un sans avoir lu les options. Donc là, ça devrait être plutôt pas mal. Donc là, j'ai vraiment mis une conf basique. On dit l'exécutant, c'est Kubernetes. Le timeout au bout de, je crois, 2 secondes, je sais plus. Node selector override load. Ça, j'aurais pu aussi virer ça et laisser que les limites en fait de là. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est parti. Et là, si je vais rerun le job là, retry. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu la connexion à mon runner en fait. Voilà, et là c'est parti. Oh, il n'a pas encore mis à jour. Il n'a pas mis à jour. Je vais juste vérifier. Get pod. Il n'a pas supprimé les anciens là encore. CTL, delete pod. Je vais le forcer en fait à supprimer les anciens runners parce qu'il va toujours les chercher. Oh, bon, après, ok. Il le crée. Je vais le forcer à supprimer les anciens. Donc normalement, ils doivent supprimer au bout d'un certain temps. Non, je fais un kubectl delete. Là, c'est pour juste filer un petit coup de main à Kubernetes que les anciens runners qui ont l'ancienne conf, tu les vires. Donc là, il y a ça, il y a ça. Je vais aussi supprimer celui-ci. Hop. Hop. Au lieu de faire ça, j'aurais pu faire un reload restart. Get pause.
Par contre, les runners, ils sont pas encore... ils doivent disparaître un moment. Ready. Il n'y a que celui-là qui est ready. Les autres, là, ils sont juste running, mais ils sont pas ready. Le ready, je pense, ça va être la connexion au truc. Donc là, si je rerun mon job... Hop. Je peux faire jusqu'à 4 jobs en parallèle. Donc là, si je reviens ici sur la console, on va le rerun. Hop. C'est pour ça, voilà, on a vu un cap typiquement où c'est super important d'aller voir toujours les comptes de ce que vous faites. Donc là, c'est bon, il me met plus le message avec le FF, l'option. Preparing, will retry. No image specify. Ah, j'ai pas spécifié d'image. Effectivement, il faut spécifier une image sur laquelle il va s'exécuter. Pourquoi j'ai oublié ça? Donc, je vais venir ici, là, sur mon GitLab. D'ailleurs, je vais prendre l'image qu'elle avait avant. C'était quoi l'image, là, encore? Donc, si je viens sur mon repo, je vais le dupliquer, tête. Donc, je vais venir ici. Je vais voir l'image qu'il y avait avant. Je vais réutiliser la même. Il ne faut jamais faire ça. Ça, c'est une image publique que j'ai. Donc, je vais juste la remettre là. Voilà. Hop. Mais dans une production, il faudra avoir votre propre registre où vous allez stocker vos images. Bon, là, c'est un test que je fais. D'ailleurs, je crois que c'était un test ce projet-là. Donc, je vais juste recommit. Donc, je vais aller dans CRM App. Donc là, je fais un git add-p. OK. Bon, j'ai l'espace, il n'aime pas. Bon, je vais juste corriger ça, parce qu'il n'aime pas trop l'espace là. Ça change rien, hein, c'est juste que j'ai un linter qui me permet de vérifier ça. OK. Je fais un noEdit. Et là, push. Force. Je fais ça. Voilà. Ah, pardon, pas celui-là. Je reviens sur ma pipeline. Il y a un problème. Attends. OK. Attends, je vais juste fermer ça. Alors, donc là, il est passé, il n'y a plus l'erreur, mais j'ai une autre erreur cette fois. Non, attends, c'est pas cette erreur-là. Attends, hop, ça c'est quand il m'a dit il n'y a pas l'image. Ensuite, là, il m'a mis une autre erreur qui est plus liée à l'image. Donc là, il récupère bien mon image Alpine. Ah, mais là, j'ai un problème il est pas... Ah, il n'a pas les droits. Donc mes runners n'ont pas les droits. Ah, je sais pourquoi. Donc je pense qu'il manque un truc qu'on n'a pas fait. Je pense qu'ils ont mis ça dans leur doc, là. Attends, on va vérifier ici. C'est ça. Donc il faut configurer les permissions pour qu'ils puissent avoir les droits de faire ça. Donc ce que je vais faire là, ok, donc je vais copier ça. Je vais copier ça. Donc il faut que moi j'exécute ça aussi dans mon cluster. Donc je vais copier ça. Je vais venir ici. Ça, j'ai plus besoin de ça. Je vais créer à la racine un fichier, on va dire role.yaml. Je vais plutôt mettre runner roles runner.yaml. Ce qui est logique. Donc je vais copier cette conf là. Donc là, il te dit pourquoi il me faut ces opérations-là. Donc là, on va laisser GitLab Runner. Par contre, le namespace, comment l'appeler? Donc le namespace, je vais mettre dans GitLab Runner. Donc je vais changer quelques petits trucs ici. Donc ça, on avait vu des rôles en fait. Donc c'est logique en fait. Il faudrait que mon runner puisse avoir les droits de pouvoir faire ça. Ok, mais je crois que c'est pas tout parce que là, j'ai le rôle. Donc ensuite, il va falloir que je crée un service account. Le service account, parce qu'ici, là, dans mes values, attends, dans mon... Où est ma commande, là? Je pense que dans mes values, il doit y avoir un service account que je dois pouvoir passer. Donc, je dois pouvoir passer un service... Ah, il est là. Donc, je vais aussi le changer. Je vais l'appeler GitLab Runner, que je vais devoir créer aussi. Donc, je vais créer... Donc là, il y a ça à créer, le runner. Et ici, sa runner.yaml. Donc le service compte, comme je l'ai expliqué, ça va me permettre, en fait, ça va être associé au port de mon runner et ça va leur donner les droits de faire les opérations. Donc il aura ce rôle-là.
qui va le permettre de faire ces opérations-là. Parce que je ne peux pas assigner le rôle directement à mes pods, en fait. Il faut que je passe par un rôle. Il faut que je passe par un service compte qui a le rôle de pouvoir faire ces opérations. Et ensuite, les pods des runners vont pouvoir hériter de ce rôle-là via le service account. Donc pour ça, comment dire, tuk, tuk, tuk. Par contre, là, le rôle que je lui donne là, c'est quoi? C'est un cluster rôle, je crois. Je pense que là, il faut que je donne un cluster rôle plutôt. Je pense qu'on avait vu ça. Donc là, ça va être plutôt je veux un truc au niveau du cluster en fait. Cluster rôle, je lui donne tous ces opérations là. Je crois que j'ai pas besoin d'une namespace du coup. On va enlever ça. Puisque je veux qu'il ait les droits au niveau du cluster. Donc c'est un cluster role ce que je vais donner en fait. Voilà. Ça c'est la première des choses. Ensuite je vais devoir créer mon service account. Je peux mettre tout ça dans un seul fichier. D'ailleurs on va le faire là. Ça va être plus simple. Je pourrais après découper en plusieurs fichiers. Mais là je vais faire comme ça. Service account. Donc là, j'aurai mon service account qui est là. GitLab Runner, namespace GitLab Runner. Donc ça, c'est pas mal. Je veux quand même que tu le crées sur le namespace là. Et là, je vais créer le role binding. Donc ici. Ensuite, là, il faut que je crée le cluster role. Donc ça, on avait vu ça dans la vidéo précédente. Donc si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'avais fait où j'expliquais ces notions-là. Donc comment... Je crois que j'ai un code. Je vais copier le cluster role binding. Je ne vais pas le saisir parce que c'est ça qui me manquait. Pareil. Donc GitLab service account. C'est ça. Cluster role. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc pour résumer, ça, c'est les rôles que j'ai envie que mes runners aient. Donc je veux que mes runners puissent pouvoir faire des listes, des create, des delete sur des pods, watcher, delete, etc. Pod exe. Bon, toutes ces policies-là qui est mis dans la doc de GitLab. Donc ça, c'est pas moi, j'ai rien inventé. C'est ce qui est marqué là c'est ce qu'ils disent de faire en fait sur vos runners. Voilà. Et après, vous pouvez toujours limiter en fonction. Donc là, ça c'est la première chose. Et ensuite, ce que je vais faire là, je vais créer dans un service account qui est là. Donc ça, c'est mon service account que je vais passer ensuite à mes pods via le Helm-chart. Et ensuite, là, j'ai la relation. Donc je bind mon service account là, qui est là, avec mon rôle GitLab. Et maintenant, il y a une dernière chose que je dois faire. Normalement, je vais vérifier. Tac, tac, tac. Ici, dans mon value. Non, je ne vais pas mettre ça en value. Je vais plutôt mettre ça ici. Il y a un paramètre que je dois donner qui s'appelle, je peux appeler ça set. On va vérifier. Hein. C'est service account.name. D'ailleurs, on avait parlé de ça, je crois. Je ne l'ai pas mis. Ou c'est dans le value. Ah non, je l'ai déjà dans le value, excuse-moi. Pardon, je vais enlever. Il ne faut pas mettre deux fois. Donc là, service account.name. Donc là, on est pas mal. Au niveau de mes réplicas, je vais mettre que 2. J'en ai pas besoin. Donc là, ça devrait être bon. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord... Il faut que le service compte existe. Donc je vais créer... tac. Je vais juste nommer ça cluster role. Donc je vais d'abord appliquer cette configuration-là. Donc là, je vais créer donc ici mon rôle, mon cluster role binding, mon service account et quoi là, et le rôle, voilà. Donc je fais ça. kubectl apply. Pourquoi il dit... Je suis pas au bon endroit. kubectl apply-f. No object. Attends, je vais pas sauvegarder là. Pourquoi il me dit que... Ah non, pardon, j'ai pris le mauvais, c'est rôle. Pardon, hop. Donc là, on va y arriver. Donc là, hop. C'est mon fichier rôle. Voilà, donc là, il m'a créé mes ressources. Là, on est bon. Et là, je vais maintenant upgrade mon Helm.
Donc là, je mets upgrade. Et là, si je fais kubectl getPod. Voilà. De me poser la question, il faut savoir qu'en dehors, là, enfin, behind the scene, en fait, Helm, il crée plusieurs ressources. Donc si je fais par exemple kubectl getAll, comme ça. Ouais, le Helm-chart, il m'a créé un certain nombre de choses. Donc il me crée des pods, mais il me crée aussi un deployment, en fait. Voilà. Et il me crée des réplicas sets qui sont là. Donc là, j'ai fait l'upgrade. Il faudrait qu'à un moment donné, il se mette sur le dernier. Si je refais getPod, il n'est pas encore prêt. Parce que là, il n'est pas ready en fait. Les running, il n'est pas ready. Donc ce que j'aime souvent faire, c'est que je veux le forcer. Donc, je fais un kubectl réplica kubectl scale deployment. On a vu que le deployment s'appelait GitLab Runner. Runner scale. Attends. Réplica. C'est pour que ça aille vite en fait que je fais ça. Donc je vais d'abord descendre à 0. Voilà, et ensuite je le remonte à 2. Comme s'il va prendre les derniers normalement. Voilà. Donc là, ils sont pas encore ready. On va attendre qu'ils deviennent ready. Donc ils sont en running, mais ils sont pas ready comme vous pouvez voir là. C'est parce que je pense qu'à l'intérieur des pods, il y a ce qu'on appelle le liveness et le readiness. Il y a des checks qui sont faits en fait avant de mettre le pod en ready. Ça aussi, je ne vous ai pas encore montré ça, mais je pourrais vous parler de ça plus tard dans la chaîne. L'idéal, c'est qu'ils deviennent ready. Ok, bon, on va essayer de voir si le fait d'envoyer un pod les rendre ready. Envoyer un job, peut-être le fait d'envoyer un job pour les rendre ready. Donc là, si je reviens sur mon groupe, donc j'ai mes runners qui sont toujours là. Donc là, je vais revenir dans ici, je vais refresh, retry. Normalement, je devrais plus avoir les problèmes de job là. Voilà, donc là, il s'est running. Là, c'est parti, spending. On peut voir ce qui se passe ici. Getpod. Voilà, donc on voit qu'il y a mon runner qui s'est lancé là. Donc j'ai mon job en fait qui est parti. Donc là, il est running, il est terminating. Donc tout s'est bien passé, je pense. Et voilà. Et là, on voit qu'on a normalement notre echo qui est quelque part. Echo GitLab Runner is working. Ouais. Echo GitLab Runner is working. Et c'est ce qu'on lui avait demandé d'exécuter. Si vous voyez ici, là, sur mon... Si je reviens ici sur mon... sur ma pipeline. Je vais venir dans le code plutôt, ça va être plus simple. Si je reviens ici sur ma pipeline, là, on avait dit d'exécuter echo. Donc là, on est bon. Donc voilà un peu tout. J'essaie de me retrouver. Donc, je vais faire la transition. Je vais plutôt arrêter là. Donc voilà, c'est terminé pour pour ce tutoriel très intéressant. Je pense que ça va parler à plus d'un d'entre vous. Donc ceux qui ont des runners qui tournent et tout, qui aimeraient les faire tourner sur des clusters Kubernetes. Donc si vous hésitez encore, vous les faites tourner sur des EC2 et que vous voulez les faire passer sur Kubernetes, voilà la procédure. Donc c'est plutôt... Voilà, je vous ai montré tous les éléments. Donc là, c'est vraiment une petite couche. Mais là, vous avez vraiment la base. Après, il ne faudra pas hésiter d'aller lire la doc avec voir réellement ce qu'il y a dans les fiches value, voir tous les paramètres que vous pouvez rajouter, etc. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. Et je suis très content parce que je n'ai pas refait ça depuis très longtemps. Et surtout, c'est un projet que j'avais aussi en parallèle de pouvoir faire tourner les runners de mes applications directement dans mon cluster, plutôt que de continuer à avoir des EC2. Donc c'est un truc que je vous ai montré comment on fait comment on réalise ça. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit de vivre, qu'ils aimeraient pouvoir avoir des workshops un peu pratiques où on sera tous les deux, enfin pas plus de deux, peut-être plusieurs, où je leur présente des trucs. C'est quelque chose qui est envisageable, même si j'ai pas énormément de temps. Mais pour ça, il faudra au moins que j'ai une dizaine de personnes. Et forcément que ça ne sera pas gratuit, parce que si je fais un workshop comme ça, je ne travaillerai pas. Donc je ne serai pas en train de le faire le soir ou à mes heures de pause, etc. et tout. Donc c'est vrai, il faudra prévoir une journée où on pourra balayer les sujets ensemble. Mais il faudra au moins une dizaine de personnes pour que ce soit rentable, et que ma journée de prestation ou à faire autre chose, que je puisse la concentrer pour ça. Donc pour ceux qui sont intéressés pour ça, pour un workshop un peu
d'une dizaine, quinzaine de personnes, où on pourra avoir une ou deux sessions de journée où on va travailler sur Kubernetes. Je pourrai répondre à toutes vos questions, où on pourra faire des projets comme celui-ci. Voilà. Je vais vous mettre dans la vidéo un lien. Vous n'avez juste à vous inscrire, à me mettre votre adresse mail. Et éventuellement, si j'ai un certain nombre de personnes, minimum 10, bah, voilà, à partir de là, je pourrais éventuellement voir pour caler un workshop où on pourra définir les sujets sur lesquels on aborde, quoi. Voilà. Par contre, ça sera payant. Ah, je terminais, pardon. N'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo. Un petit pouce si vous trouvez vraiment intéressant. Un pouce, un j'aime et un partage. Voilà, terminé. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous très bien. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'était un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.